L'histoire d'aujourd'hui est un peu plus compliquée que d'habitude, mais le fait est que certains criminels sont si habiles à exploiter la confiance qu'ils peuvent mettre la main à votre poche sans trop de difficultés. Mais parfois les méchants vont encore plus loin sans s'arrêter là. Ainsi, ils deviennent des amis de la famille, puis ils y entrent au niveau d'un être cher, et ils peuvent alors vous remplacer complètement. Le 28 juillet vers 5 heures du matin, plusieurs pêcheurs se trouvaient sur leur bateau au large de la côte sud du Devon, au Royaume-Uni. Ils jetèrent leurs filets en espérant une bonne prise. Lorsque nous les avons remontés dans le bateau, nous avons vraiment senti un poids décent. Cependant, à la grande surprise des pêcheurs, ils ont sorti de l'eau non pas des kilos de poissons, mais un homme vêtu d'une veste bleue, d'une chemise à carreaux et d'un pantalon vert. Il portait notamment une montre Rolex et ses poches semblaient être à l'envers, comme si elles avaient été inspectées avant que le corps ne soit jeté à l'eau. Il n'y avait aucun document avec lui. Les pêcheurs ont immédiatement contacté les forces de l'ordre. On pensait initialement qu'il n'y avait aucune blessure visible et qu'aucune cause évidente du décès ne pouvait être déterminée par un simple examen visuel. Une étude plus détaillée du corps était nécessaire. Finalement, lorsque la victime inconnue est apparue sur la table du médecin légiste, le spécialiste a déterminé que l'homme avait entre 40 et 50 ans. L'heure du décès a été déterminée pratiquement sans erreur grâce à la réserve de marche de plusieurs jours et à l'étanchéité de la montre. Il s'est avéré que le corps de la victime était dans l'eau depuis environ une semaine et que son état était donc déplorable. Malgré cela, il a été possible de trouver de nombreuses contusions sur les bras et les jambes sous les vêtements, semblables aux blessures subies lors de la lutte. La blessure la plus grave était une blessure à l'arrière de la tête causée par un coup violent. La chair était coupée. Apparemment, après cela, il a perdu connaissance et a été jeté à l'eau, où il s'est étouffé, car ses poumons étaient remplis d'eau. Cela signifiait qu'il était encore en vie à ce moment-là et que la véritable cause du décès était la noyade. À en juger par l'état de ses vêtements, il a été volé et battu. Il semblait étrange que les criminels laissent une montre aussi chère à son poignet, car si la victime était volée, tout cela ne rentrait pas dans ce scénario. Il fallait désormais identifier le corps, car on ne savait toujours pas qui se trouvait entre les mains des forces de l'ordre. La seule marque d'identification sur laquelle on pouvait se fier était le tatouage sur le dos de sa main. Cependant, étant donné que le corps était resté longtemps dans l'eau, l'image est devenue inexacte, mais ressemblait à une étoile. Ils ont ensuite décidé de concentrer leurs efforts sur la montre trouvée sur la main du défunt, et voici pourquoi. Comme il s'agissait d'une pièce unique et coûteuse, la plupart de ces montres ont des identifiants spéciaux qui permettent de suivre le propriétaire. Il s'agissait d'une Rolex Oyster Perpetual, dont chacune est soumise à enregistrement. Le numéro de série a commencé à être vérifié dans les bases de données et suivi. Malheureusement, la technologie de l'époque ne permettait pas de le faire rapidement, l'identification prenait donc environ un mois. L'enquête a donc permis de découvrir que la montre appartenait à un homme nommé Ronald Platt. L'enquête a établi que sa dernière adresse de résidence était une maison louée à Chelmsford, près d'Essex, au Royaume-Uni. Il était situé à environ 4 heures au nord-est de l'endroit où le corps a été retrouvé. Le parent le plus proche du défunt retrouvé était son frère. L'homme a été informé de l'incident. En même temps, ils ont décidé de lui parler pour obtenir plus d'informations sur la victime du crime. Grâce à un proche, il a été possible de découvrir que Ronald avait 51 ans et que le tatouage sur le dos de sa main était une feuille d'érable canadienne. Ce détail indiquait ses véritables intérêts, puisque tous ses proches savaient qu'il rêvait littéralement du Canada et qu'il rêvait de s'y installer. Le héros de l'histoire était décrit comme un homme calme et réservé qui avait un petit cercle d'amis. Il passait la plupart de son temps libre seul, à l'exception de son frère et des autres membres de sa petite famille avec lesquels il restait régulièrement en contact. Ronald n'avait aucun problème avec la loi ni avec aucune habitude. Il a été décrit comme un introverti qui aimait rester seul. Il n'était pas riche, il travaillait dur et économisait de l'argent pour son rêve, une montre Rolex. Et maintenant, j'économisais de l'argent pour déménager. L'idée du Canada le hantait. En clarifiant les circonstances de la vie du défunt, la police a découvert qu'il vivait dans une maison louée. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a loué la maison, mais un homme nommé David Davis. David a été contacté par téléphone pour lui faire savoir ce qui s'était passé, mais il n'a pas semblé particulièrement bouleversé ou surpris. Il a dit qu'il avait vu Ronald pour la dernière fois il y a plusieurs mois. Durant cette période, il envisage de s'installer à Paris pour ouvrir son propre magasin d'électronique. Ils ne se sont jamais revus.
David était prêt à coopérer et semblait détenir des informations précieuses, alors les détectives ont décidé de venir le voir pour lui parler en personne. Cependant, il y a eu des difficultés avec l'adresse de David, et la police a donc frappé par erreur à la porte de ses voisins. Un couple de personnes âgées a ouvert la porte et a déclaré qu'il ne connaissait aucun voisin nommé David et que Ronald Platt vivait à côté d'eux. Il vivait dans une maison voisine avec sa jeune épouse et ses 2 enfants. Tout cela semblait douteux, indiquant que le corps de Roe avait été retrouvé dans la Manche. Les enquêteurs ont donc décidé d'accorder davantage d'attention à cet individu. En discutant avec d'autres personnes qui connaissaient la victime du crime, la police a commencé à douter de plus en plus des paroles de David. Lors d'une communication personnelle, il avait l'air méfiant. L'homme a souvent été observé de plus près et des données de géolocalisation par téléphone portable ont été obtenues, montrant que Ronald et David se trouvaient dans la zone proche du Devon au moment du décès de l'homme. De plus, tous deux habitaient assez loin. Chaque trajet nécessitait environ 4 heures de trajet. Il est peu probable qu'ils aient pu se retrouver ici spontanément. Cette coïncidence ne pouvait pas être accidentelle. Au minimum, ce fait a immédiatement permis de condamner David pour mensonge, qui a insisté sur le fait que la rencontre entre eux avait eu lieu bien plus tôt. Petit à petit, d'autres bizarreries ont commencé à apparaître. Les détectives ont découvert que David vivait à l'adresse enregistrée auprès de Ronald. L'homme assassiné a payé les services publics, malgré le fait que David se positionnait comme travaillant même au moment où l'homme a été retrouvé. Les traductions ont été divulguées pour commettre un crime et il a été décidé d'arrêter David. Lorsque les détectives sont arrivés chez lui, il semblait qu'il s'était attendu à cette visite désagréable. Apercevant la police, il a couru dans la rue, a sauté dans le premier taxi qu'il a croisé, ignorant l'appel des policiers, et la voiture est repartie rapidement. La police les a poursuivis et a immédiatement arrêté le taxi. David a été arrêté parce qu'il était soupçonné de meurtre. Alors que le suspect se trouvait dans la salle d'interrogatoire, les détectives se sont rendus à son domicile pour discuter avec ses proches. Ici, ils ont rencontré sa femme nommée Noël. C'était une agréable jeune femme âgée de 20 à 25 ans, alors que David avait une cinquantaine d'années. Malgré la grande différence d'âge, il ressemblait par ailleurs à un couple marié ordinaire avec des enfants. Lorsque l'épouse du suspect, Noël, a appris qu'elle devait se rendre au poste de police pour rencontrer son mari, elle est devenue visiblement nerveuse et a saisi son sac allongé, dans l'intention de l'emporter avec elle. Le sac semblait étonnamment lourd et la police a regardé à l'intérieur. Ils ont trouvé environ 4000 livres sterling en espèces et 2 lingots d'or, valant chacun environ 2000 livres sterling. De plus, il y avait des cartes d'identité et des cartes de crédit au nom du défunt Ronald Platt. Mais le plus étrange est que les actes de naissance des enfants du couple ont été retrouvés, dans lesquels Ronald, et non David, figurait comme le père des enfants. D'ailleurs, la mère n'était pas Noël, mais une certaine Hélène. La question devenait de plus en plus confuse. Les détectives ont retrouvé cette femme. Elle avait en réalité une relation avec l'homme assassiné. Hélène a insisté sur le fait que Ronald n'avait pas d'enfants ensemble et qu'elle n'avait jamais entendu parler de ses enfants non plus. Quoi qu'il en soit, il n'était pas clair quel était l'acte de naissance des enfants ni comment les enfants indiqués sur les documents étaient devenus sous la garde de David et Noël s'ils appartenaient à Ronald et Hélène. En essayant de découvrir qui est qui, les détectives ont commencé à découvrir l'identité de David. Il s'est avéré qu'il s'agissait en fait d'un pseudonyme. Son vrai nom était Albert Walker. Il est né le 9 août 1946 à Hamilton, au Canada, a abandonné ses études et a exercé des petits boulots. Dans les années 60, il entame une relation avec une femme et, les années suivantes, 4 enfants naissent. Pendant tout ce temps, il essayait de bâtir une carrière, essayait de nombreux domaines de travail, du commerce de détail et de l'élevage à l'administration informatique. Cependant, aucun progrès n'a été enregistré nulle part. Finalement, en 1978, la chance lui sourit. Albert, de formation économique, obtient un emploi de caissier dans une banque. Ayant acquis de l'expérience, il a fondé sa propre entreprise en Ontario, qui fournissait des services de comptabilité et de fiscalité à distance à d'autres entreprises. Et plus tard, il s'est intéressé aux investissements. Toute cette activité lui a permis de se forger une réputation d'homme d'affaires prospère au début des années 90. L'homme se faisait passer pour un père aimant de 4 enfants, un génie financier formé à l'université d'Oxford et un fervent professeur d'école du dimanche. Apparemment, le succès lui est progressivement monté à la tête et Albert a commencé à mener une vie très somptueuse avec de nombreuses femmes.
Finalement, la femme a demandé le divorce. Ce n'était que le début de la fin. Il fut finalement révélé qu'Albert n'était pas un honnête homme d'affaires. En fait, il a détourné l'argent de retraités qui se sont même suicidés en raison de la perte de toutes leurs économies. Mais cela n'a pas du tout affecté Albert. Avec cet argent, il a mené une vie luxueuse, a voyagé à travers le monde et ne s'est rien refusé. En novembre 1990, il kidnappe une de ses filles, âgée de 15 ans, qui vivait avec son ex-femme, Barbara. Il était particulièrement proche d'elle. De plus, l'épouse a reçu sa part dans l'entreprise, après quoi il s'est avéré que l'entreprise était endettée par des millions. Au moment où les investisseurs fraudés ont contacté la police et sont allés l'arrêter, Albert était introuvable. Durant cette période, il devient David Davis, qui était l'un de ses anciens investisseurs. Le criminel a fui vers l'Europe, a passé quelque temps en Suisse, puis s'est dirigé vers le Royaume-Uni. Sa fille aînée prit le nom de Noël et toutes deux s'installèrent à Harrogate, dans le Yorkshire du Nord. En 91 ans, le nouveau David rencontre accidentellement Helen Boyce, qui travaillait comme administratrice dans un magasin d'antiquités et était l'amante de Ronald. La femme a dit qu'elle avait un homme nommé Ronald, qui avait des économies et rêvait du Canada. Ensuite, l'escroc David s'est présenté comme un banquier possédant une fortune de plusieurs millions de dollars et l'a invité à son travail. David a décidé de jouer une autre aventure, mais cela a pris du temps, car l'idée semblait à grande échelle. Tout d'abord, l'escroc a invité Helen et Ronald à devenir administrateurs et dirigeants de son entreprise, qui, bien entendu, n'existait pas. Il leur a promis un revenu qui ne prendrait pas beaucoup de temps, mais qui nécessiterait un investissement initial. En communiquant avec le couple, David a réussi à s'assurer que son nom ne figurait dans aucun document sous prétexte qu'il traversait un divorce difficile et que sa femme essayait de lui retirer jusqu'au dernier centime. Nous parlions d'investir dans des actions. Helen et Ronald ont investi. Maintenant, ils se sont révélés être les propriétaires officiels d'une société écran. Sous cette couverture, David a poursuivi ses activités, attirant les investisseurs et les forçant à verser frauduleusement de l'argent à l'entreprise. Il utilisait des comptes offshore pour stocker de l'argent. Tout s'est bien passé jusqu'en 1992, lorsque sa fille Noël a eu 18 ans. La jeune fille est tombée enceinte. Cela donnait un tout autre sens à ce qui se passait, car toutes deux ne disposaient pas de véritables documents et ne pouvaient même pas compter sur l'assistance médicale nécessaire au suivi de la grossesse et à l'assistance pendant l'accouchement. David réalise alors qu'il lui faut inventer une nouvelle identité. Il a choisi Helen et Ronald comme prototype, mais il devait maintenant se débarrasser du couple d'une manière ou d'une autre. Pour Noël 1992, il les invita tous les deux chez lui et leur proposa de financer intégralement le déménagement du couple au Canada, et ce en toute urgence. En février 1993, ils étaient censés se trouver sur un autre continent. David a proposé de tout payer, donc malgré la spontanéité, cela semblait être une bonne opportunité de réaliser le rêve de longue date de Ronald. De plus, David a déclaré qu'il pourrait rester actionnaire de l'entreprise et continuerait à percevoir des revenus passifs. Il a décrit de manière assez convaincante que dans ce cas, il aurait besoin de documents grâce auxquels il pourrait signer des documents, apposer des cachets et effectuer des procédures bureaucratiques sans leur participation. Malheureusement, le couple n'avait pas vraiment d'idée sur la gestion d'une entreprise et a donc été facilement convaincu. Helen et Ronald sont arrivés à Calgary, au Canada, en février 1993, comme prévu par l'escroc. En fait, il s'est débarrassé de ses prototypes et est devenu Ronald lui-même. Sa fille s'appelait maintenant Helen. Le père et la fille se faisaient passer pour un couple marié, c'était officiellement nécessaire pour vivre en paix et élever un enfant. Pendant ce temps, les vrais Ronald et Helen étaient au Canada. Si un homme était très satisfait des nouvelles circonstances de sa vie, son compagnon voulait revenir après avoir rencontré des problèmes dans un nouvel endroit. Cependant, Ron n'avait pas l'intention de partir, il réalisait juste son rêve. Le couple a donc été contraint de se séparer. Helen est retournée au Royaume-Uni, mais sans le regretter. Ils se sont ensuite rencontrés par hasard lors du mariage d'un ami commun. Puis elle lui a dit qu'elle avait rompu avec Ronald et qu'elle était revenue, mais qu'il était resté au Canada. Bien sûr, David a essayé de la convaincre de retourner auprès de son amant, de la soutenir et de rétablir la relation. Tout cela était nécessaire pour que la vraie Helen ne les gêne pas. Quand rien n'a fonctionné, David a déménagé avec sa famille imaginaire dans le Devon, loin d'Hélène. Ici,
Il a acheté un voilier et plus tard, l'entreprise s'est retrouvée à Chelmsford, où ils ont loué une maison au nom de Ronald. Cependant, la situation s'est aggravée lorsque le vrai Ronald s'est rendu compte qu'il n'avait pas non plus d'avenir au Canada. Il ne recevait aucun revenu passif, l'homme devait travailler et il n'y avait pas de conditions de vie normales. Ron a décidé de retourner au Royaume-Uni après 2 ans passés sur un autre continent. En 1995, il se retrouve dans son pays natal et décide tout naturellement de renouer avec son vieil ami David. L'ex-imposteur d'Hélène s'est rendu compte que les choses allaient mal et qu'il pouvait être dénoncé à tout moment. Mais David ne voulait pas abandonner sa vie établie et prospère. Pour ne pas le montrer, il a aidé son soi-disant ami et est resté en contact avec lui jusqu'à Noël. Cela a permis de rétablir la relation. Ronald était sensible au fait que leur entreprise connaissait des difficultés. L'affaire n'a pas abouti et, comme l'a affirmé Ronald, il n'a pas envoyé d'argent. Pour Noël 1995, David a invité Ronald à passer les vacances ensemble. Tout s'est passé comme d'habitude. Mais il s'est avéré qu'un plan insidieux se préparait dans la tête de l'escroc, qu'il a développé pendant plusieurs mois avant de décider de commettre un crime terrible. Le 20 juillet 1996, David a invité Ronald à monter sur son bateau pour aller pêcher. Il a accepté. Ils ont navigué à environ 6 km de la côte, où l'imposteur a pris une ancre préachetée et a frappé son ami à l'arrière de la tête, laissant une coupure visible. Lorsque Ronald a perdu connaissance, David a jeté son corps dans la Manche. Une carabine était préalablement attachée à la ceinture, une ancre y était accrochée, ce qui entraînait l'homme vers le fond afin que le corps se noie et ne flotte pas. Mais le plan n'a pas fonctionné. Le corps est finalement tombé entre les mains de la police et les détectives ont finalement découvert l'ensemble de ce stratagème criminel. Noël et David ont été arrêtés et interrogés séparément au commissariat. Tout d'abord, les enquêteurs se sont intéressés à la provenance des lingots d'or et de l'argent liquide contenus dans le sac de la jeune fille. De plus, des questions leur ont été posées concernant la confusion avec les documents. Bien sûr, Noël ne pouvait pas répondre à toutes ces questions, elle commençait à éluder les réponses et devenait confuse. Ainsi, sous la pression des détectives, elle a tout avoué. Elle a confirmé qu'elle et son père se faisaient passer pour un couple marié. Cependant, la jeune fille n'a jamais répondu qui était le père des enfants. Au moment de son arrestation, elle avait dans les bras un bébé de 2 mois et une fille de 3 ans. Comme nous l'avons découvert au cours de l'enquête, la fille de David n'était pas au courant des escroqueries en cours. Son père la manipulait simplement. Je voulais prendre le sac avec l'argent, car mon père me l'avait ordonné au cas où la police arriverait. La jeune fille ne savait pas d'où venait tout cet argent, elle croyait que son père était vraiment un riche homme d'affaires, alors elle obéit docilement. Elle ne connaissait pas l'existence de documents au nom de quelqu'un d'autre. Selon elle, la majeure partie de la vie dans le Devon était mesurée. Elle ne se souvenait que d'un jour spécial, le 20 juillet 1996, quand Albert partait en bateau. 1. Il partit tôt le matin et ne revint que tard dans la soirée, mais refusa de commenter ce qu'il avait fait pendant tout ce temps. Il était sévère et secret ce jour-là. Maintenant, il est devenu clair pourquoi Ron a été tué ce jour-là. Après cela, la police a reçu un mandat de perquisition pour la maison où vivait l'imposteur avec sa famille. 17 autres lingots d'or ont été trouvés ici, 5 tableaux coûteux, 25 000 livres sterling en espèces et 8 000 francs suisses supplémentaires. De nombreuses cartes de débit ont été trouvées dans divers coffres-forts. Des documents ont également été trouvés ici, selon lesquels plus d'une centaine de comptes bancaires étaient ouverts dans diverses banques en Suisse, en Italie et en Grande-Bretagne, ainsi qu'aux îles Caïmans. Il y avait même un reçu d'un magasin de pêche qui comprenait une encre payée avec la carte de débit de Ronald. C'est probablement lui qui est devenu l'arme du crime. Essayant d'enquêter sur l'affaire sur cette base, ils se sont rendus chez les pêcheurs qui ont attrapé le corps de Ronald. Ils ont indiqué qu'ils avaient effectivement trouvé l'objet. Au début, les hommes ne pensaient pas qu'il était lié à l'affaire, alors ils l'ont gardé. Il a maintenant été restitué à la police. Les experts du laboratoire pourraient adapter l'encre à la taille et à la forme des blessures sur le corps de la victime. Une analyse ADN a été effectuée, et tout cela a confirmé que l'encre a été utilisée pour tuer le héros de l'histoire. Lorsque les policiers ont pu accéder au bateau du fraudeur, ils ont également trouvé des traces du massacre, de minuscules gouttes de sang de la victime. Grâce au GPS, il a été possible de préciser où se déplaçait le navire en ce jour fatidique du 20 juillet 1996.
Ce qui est curieux, c'est qu'au moment où la police a pris les empreintes digitales de Robert, elle pensait toujours qu'il s'appelait David Davis. Cependant, après avoir vérifié la base de données criminelle, il s'est avéré qu'il est l'une des personnes les plus recherchées au Canada. Il a été accusé d'avoir volé des millions de dollars à ses investisseurs. Ses victimes étaient principalement des personnes âgées. Le criminel les a ciblées parce que les hommes et les femmes plus âgés ont généralement des économies et qu'ils sont vulnérables parce qu'ils comprennent peu les méthodes modernes de gestion financière. Des dizaines de personnes âgées ont été victimes de fraude. Albert a échappé à la justice pendant 6 ans. La police a également découvert la véritable identité de Noël, qui était en réalité l'épouse de Walker. Sa vraie mère, Barbara, qui était au Canada depuis tout ce temps et n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait sa fille kidnappée, a finalement découvert qu'elle allait bien. Immédiatement après que la femme a été informée, elle s'est envolée pour le Royaume-Uni pour rencontrer sa fille et ses petites filles disparues, dont elle n'avait aucune idée. L'ensemble des actes pervers de cet homme a étonné tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire. Tous ceux qui ont connu Albert ont décrit sa femme comme une personne calme et positive, très équilibrée et sociable, qui allait régulièrement à l'église, qui semblait être un mari aimant et un père attentionné. Personne n'avait la moindre idée de qui était réellement ce couple coloré pendant tout ce temps. Le parcours du criminel était impressionnant. Il était recherché par Interpol pour une fraude de plus de 3 millions de dollars. Il est désormais jugé au Royaume-Uni pour meurtre. Les audiences ont débuté le 27 avril 1998. À cette époque, Albert avait énormément de problèmes, puisque tous ceux qui tentaient d'obtenir une indemnisation s'adressaient aux tribunaux du monde entier, exigeant l'expulsion du criminel vers le Canada. La réincarnation du héros de l'histoire a duré de nombreuses années et on ne sait pas comment elle aurait pu se terminer si l'homme n'avait pas été arrêté. Combien de victimes supplémentaires auraient pu perdre de l'argent et des vies à cause de lui? D'une part, il semblerait que Ronald ait été victime d'un maître manipulateur qui infiltrait méthodiquement sa vie. Albert aurait pu être exposé et tout perdre parce qu'il était recherché. On croyait que Ronald avait commencé à soupçonner quelque chose, avait peut-être deviné ce que faisait son ami et avait ainsi signé son propre arrêt de mort. Finalement, Albert a décidé qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Ronald Platt en Grande-Bretagne et a mis fin aux choses avec son ami. Tout cela a été fait avec tant de sang-froid et de cynisme que la victime n'avait pendant tout ce temps aucune idée du danger dans lequel elle se trouvait. Au cours de l'enquête, alors que le père était en garde à vue, Shena a eu suffisamment de temps pour comprendre ce qui s'était passé. Elle repensait avec horreur à tout ce qu'elle avait vécu en 6 ans. La jeune femme réalisa avec quelle cruauté elle avait été manipulée par son entourage, la forçant à être aveuglément d'accord avec tout ce qu'il suggérait. En fait, la jeune fille était intimidée. Plusieurs témoins, qui ont vu de leurs propres yeux comment elle fait souvent une pause au cours d'une conversation et attend que son père donne son approbation et lui fasse signe de poursuivre la conversation, l'ont confirmé. Il contrôlait presque chaque mot qu'elle disait, craignant que le mensonge ne soit révélé. Même en prison, le père a continué à faire pression sur sa fille, il l'a rappelée à plusieurs reprises et l'a suppliée de refuser de témoigner contre lui. L'avocat de l'accusé a insisté sur le fait qu'Albert n'avait tué personne et que la tragédie s'était produite sous l'influence des circonstances de la vie. Ronald a simplement décidé de se suicider volontairement, comme en témoigne l'état dépressif dans lequel il est revenu du Canada. Son rêve s'est réalisé, mais ses attentes ne se sont pas réalisées. Il a connu une douloureuse déception qui l'a conduit à la dépression. Tout cela n'a fait qu'aggraver le fossé avec Hélène, qui ne voulait pas rétablir les relations avec lui. C'est pourquoi il s'est jeté dans l'abîme avec une ancre, pour ne pas abandonner et ne pas remonter. Le parquet a insisté sur le fait que la nature des blessures de la victime ne correspondait pas à une mort volontaire. En aucun cas il n'aurait pu s'infliger des blessures similaires, il n'aurait pas pu se frapper et se cogner la tête avec une ancre. Au cours du procès, Albert a reconnu qu'il avait trompé de nombreuses personnes, mais a refusé d'admettre sa culpabilité dans le meurtre. Il a défendu que Ronald était son ami proche et que l'utilisation de ces documents était une nécessité nécessaire dans les conditions dans lesquelles il se trouvait avec sa fille. L'homme a insisté sur le fait qu'il avait rencontré Ron par hasard le 20 juillet, puis il était parti sur son bateau et ne l'avait vu qu'au moment même où le corps avait été pris dans un filet de pêche. Naturellement, ce mensonge a été rapidement réfuté, car des taches de sang provenant de Ron assassiné ont été trouvées dans le bateau. Tout au long du processus, la question de la paternité des enfants de Shena a préoccupé le parquet et toutes les personnes concernées. S'il s'agissait d'inceste, Albert devait faire face à encore plus d'accusations.
Finalement, ils ont décidé de ne pas le faire, malgré les rumeurs selon lesquelles plusieurs témoins les auraient surpris au lit ensemble. Shaina elle-même a nié la paternité d'Albert, mais n'a pas pu nommer les noms des vrais pères de ses enfants. Il est possible qu'elle ne veuille tout simplement pas de problème. Elle et sa mère sont ensuite retournées au Canada. Après plusieurs heures de délibération, le jury a décidé qu'Albert Walker était coupable du meurtre au premier degré de Ronald Platt. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, mais avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. 6 ans après le début de sa peine, le criminel a été envoyé au Canada. Ce fut un coup dur pour Shaina et sa mère, car elle pensait qu'Albert était désormais trop proche et représentait une réelle menace pour elle. Cependant, le gouvernement canadien a la possibilité de mener une enquête approfondie, d'interroger l'escroc et de l'accuser de fraude impliquant des millions de dollars, qu'il a commises avant de s'enfuir au Royaume-Uni. Cependant, la punition s'est avérée loin d'être attendue, après qu'Albert ait été impliqué dans au moins 20 chefs d'accusation de vol et de fraude. Il a été condamné à seulement 4 ans de prison, qui devaient être purgés concurremment avec les 25 ans de prison. Peine minimale pour meurtre. En 2021, le délinquant a demandé une libération conditionnelle. Il a toujours nié toute implication dans le meurtre de son ami Ronald Platt, mais à cette époque, son histoire a subi des changements importants. Si auparavant Albert insistait sur le fait qu'il n'avait jamais voulu tuer son ami, maintenant il disait qu'il avait vraiment une telle pensée, mais quand ils se sont retrouvés seuls sur un bateau loin du rivage, dans un accès de sentimentalité, le tueur a avoué son projet de Robert. Mais il a précisé qu'au lieu de partir à l'amiable, Robert se serait mis en colère et l'aurait attaqué. Alors Albert aurait été contraint de tuer son ami en état de légitime défense. Dans le contexte de toutes les atrocités commises par cet homme, un tel mensonge pourrait paraître d'une incroyable impudence. Il a clairement fait pression sur la pitié, car il a justifié les actions frauduleuses par le grand besoin d'argent, démontrant par tous les moyens que pendant cette période de l'argent. Heureusement, la pétition a été rejetée et le criminel est resté derrière les barreaux. Cependant, au cours de la 22e année, il fut autorisé à passer 60 jours hors de la prison à condition de revenir tous les soirs à 21h. Ce fut le premier pas vers la liberté. Au Canada, les autorités lui ont interdit de contacter des mineurs et d'utiliser le nom de quelqu'un d'autre. Il lui a également été ordonné de s'abstenir de toute activité financière, de n'avoir aucun contact avec les victimes et de rester éloigné de sa famille. En 2023, sa nouvelle demande de libération conditionnelle a été approuvée et Albert était totalement libre, sans aucune restriction. Dans une récente interview, Shaina a partagé ses craintes. « Je pense que mon père est un homme dangereux. J'ai peur de lui. Je pense qu'il est une menace et je dois protéger ma famille de lui. » Si vous avez aimé mon travail, abonnez-vous à la chaîne et soutenez cette vidéo avec un like. Discutons de cette histoire dans les commentaires.